Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'ouvrir ce rendez-vous de l'INSEE consacré au logement, qui est une thématique qui nous parle à tous, une thématique à la fois individuelle et collective. Le logement renvoie d'abord à l'intime, au chez-soi, que la journaliste Mona Chollet décrit dans un essai éponyme comme une indispensable base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs. L'essayiste souligne l'importance de cet espace en retrait du monde extérieur pour que l'individu puisse participer à la chose publique. Si une personne ne dispose pas d'un territoire propre, dit-elle, attendre d'elle qu'elle apporte une contribution à la vie collective revient à attendre d'un homme qui se noie qu'il en sauve un autre. Ces mots ont une résonance particulière en cette année où l'INSEE déploie une nouvelle édition de l'enquête sans domicile, dans un contexte d'augmentation importante ces dernières années du nombre de personnes sans abri ou fréquentant des services d'aide. Le logement nous relie effectivement à la société, et ce, de multiples manières. Pour n'en citer que quelques-unes, on existe administrativement par son adresse, et le logement est en général une condition préalable pour avoir un emploi, ne serait-ce que pour être dans des bonnes conditions pour travailler. Et d'un point de vue physique, le logement est implanté dans un ensemble plus large, un quartier, une ville, une région. Donc si pour l'individu, le logement est un chez-soi, ou devrait en tout cas pouvoir l'être, pour le décideur public, c'est un élément stratégique d'aménagement du territoire. Et de ce point de vue, la problématique du logement dépasse la question d'octroyer à chaque citoyen un toit sous lequel vivre. Le logement participe de questions transversales plus larges en termes de développement économique, de cohésion territoriale, de cohésion sociale, d'environnement aussi. Le logement est à la croisée de tous ces enjeux. Il est donc susceptible de cristalliser des tensions, voire des contradictions entre ces différentes facettes de l'action publique. Donc, comme vous le savez, la région Pays de la Loire est une région attractive qui a connu ces dernières années et connaît encore un réel dynamisme démographique qui engendre des besoins importants en logement. Encore faut-il, pour assouvir ces besoins, disposer d'une offre adéquate. Or, nous traversons une crise majeure de la production de logements. Les pouvoirs publics sont mobilisés pour accompagner les acteurs du secteur de la construction dans cette crise, notamment avec l'élaboration d'un programme régional pour la relance de la production de logements. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important dans la région, puisque son attractivité démographique, mais aussi d'autres évolutions sociodémographiques, vont soutenir la demande de logement dans les années à venir. Et c'est ce que vont nous décrire plus en détail Arnaud Fitzala de l'INSEE Pays de la Loire et Bruno Le Gomidec de l'Adrial. Ils mentionneront sans doute les disparités territoriales dans l'expression de ces besoins de logement, qui se traduisent par des valorisations plus ou moins élevées. Donc, Régis Rélan de l'INSEE reviendra ensuite sur les dynamiques des prix immobiliers dans la région ces 10 dernières années, ce qui doit amener à une vigilance particulière pour les années à venir sur des mécanismes des prix qui peuvent creuser des écarts déjà existants. L'un des facteurs susceptibles d'expliquer des écarts de prix entre logements, c'est leur performance énergétique relative, les DPE. Samuel Trivière de l'INSEE présentera ensuite une étude menée en partenariat avec l'Adréal sur la vulnérabilité énergétique des ménages quant à leurs dépenses de logement. Combien sont-ils dans la région et quelles sont les caractéristiques de ces ménages? Cette présentation nous amènera sur le terrain de l'empreinte écologique des logements. Non seulement ces derniers sont émetteurs de gaz à effet de serre au moment de leur construction, par les matériaux et les ressources qui ont été nécessaires, mais aussi par la suite à travers les dépenses d'énergie courante. Et enfin, ils contribuent à l'artificialisation des sols. Ce faisant, ils ont un impact sur la biodiversité et sur le ruissellement des sols. J'en profite ici pour signaler d'autres travaux que l'INSEE mène en partenariat avec l'Adréal, qui ont amené à une publication par le passé sur la consommation d'espace liée à l'habitat, publiée en février 2023, et également des travaux en cours sur la consommation d'espace liée à l'activité économique, qui donneront lieu à une publication en octobre prochain. Nous avons également des travaux en cours sur l'artificialisation des sols, qui, eux, aboutiront plus probablement au premier trimestre 2026. Nous touchons ici à ce qui représente un réel défi pour le décideur public, concilier des objectifs apparemment contradictoires entre limiter l'artificialisation des sols d'un côté et répondre à une demande croissante de logement de l'autre. Une demande qui d'ailleurs s'adresse directement aux décideurs publics en période de crise aiguë de logement, comme ça a été le cas après-guerre,
ou bien en cas de difficulté à se loger sur le marché privé. L'acteur public a en effet la responsabilité de faciliter l'accession au logement en proposant une offre d'habitat dit social. Et l'habitat social est par ailleurs pour lui l'occasion de favoriser la mixité sociale. C'est en tout cas l'un des objectifs affichés par la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, de 2000, dont Jean-Bernard Salomon, de la Direction générale de l'INSEE à Montrouge, va nous proposer une évaluation en termes de ségrégation résidentielle. Je laisse à présent la parole aux auteurs, à commencer par Arnaud Fizzala et Bruno Le Gonidec, qui vont nous présenter des projections de ménages et de logements dans la région. Leurs présentations vont se succéder et ensuite on pourra recueillir vos premières questions. Je vais prendre la parole en premier pour vous présenter les résultats, en 5 minutes, les résultats d'une étude qui s'intitule D'ici 2050, 12 000 ménages supplémentaires à loger chaque année dans les pays de la Loire. Donc une étude qui a été coécrite avec Laura Gallet de l'INSEE et Bruno Le Gonidec de la DREAL. Et donc cette étude, elle va servir un peu d'introduction à ce que va vous présenter Bruno ensuite sur les estimations de besoins en logement dans la région, puisque ça se base en partie sur les projections de ménages de l'INSEE. Première diapositive pour vous présenter un peu comment fonctionnent les projections. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour avoir une idée globale. Un peu une étape 0, qui est l'observation du passé récent. Ça, c'est le travail du statisticien, on va dire, actuel. Et puis, ensuite, quand on passe à l'étape de projection, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des hypothèses d'évolution de composantes démographiques, donc comme la fécondité, parce que ça va continuer, parce que ça va diminuer, augmenter, se stabiliser, les gains d'espérance de vie et les migrations, que ce soit entre la France et l'étranger ou entre territoires. À partir de ces hypothèses, on les applique via un modèle et puis pour chaque année, on va avoir le nombre d'habitants dans chaque zone par sexe et âge détaillé. Quand on passe aux projections de ménage, en fait, on ajoute une couche à ça, c'est-à-dire qu'on part des projections de population, puis on fait aussi des hypothèses sur les comportements de cohabitation. Ça nous permet d'avoir un nombre de ménages par an et par type de ménage. Premier résultat donc, sur lequel se basent les projections de ménage sont les projections de population donc, qui sont sorties en fin 2022. Donc avec ce résultat, donc vous voyez une croissance de population sur la figure à gauche, qui a atteint un palier aux alentours de 2050, et donc qui correspond à un peu plus de 400 000 habitants de plus qu'en 2018, qui est le point de départ des projections actuelles. Donc ça nous fait une croissance de population sur la période 2070, l'horizon de projection, qui est à 0,20% par an, ce qui est 3 fois moins entre 2008 et 2018, mais quand même une moyenne assez forte, puisqu'on est la deuxième croissance démographique régionale après l'Occitanie. Et donc, quand on passe à présent en projection de ménage, on obtient cette courbe. Donc, la première partie, c'est sur le passé récent, 2008-2018, où on a un peu plus de 18 500 ménages par an supplémentaires. Pour la période de projection, la première période 2018 à 2030, on est un peu sur la même dynamique, un peu amoindrie, plutôt aux alentours de 17 500 ménages par an. Et à partir de 2030, là, le rythme va se diviser par deux, avec un peu plus de 8600 ménages supplémentaires par an. Donc, deux observations. Le dynamisme d'évolution est un peu supérieur à celui de la France métropolitaine. C'est assez logique, ça vient aussi du fait que pour la croissance de population, on était déjà au-dessus, donc on sera à 0,6% par an contre 0,4% au niveau de la moyenne nationale. Et pareil, un peu comme pour les populations, c'est quand même une croissance qui va diminuer, puisque le rythme, vous voyez, il est 0,6% de 2018 à 2050, alors que sur le passé récent, on était à 1,2% par an. Si maintenant on territorialise ces résultats, on voit que c'est très dynamique sur l'ouest. Donc plus c'est rouge foncé à l'écran et plus c'est dynamique. Notamment la région nantaise, c'est là où on observe les plus fortes hausses, avec un taux de croissance du nombre de ménages qui sera 2 fois la moyenne régionale,
et 3 fois la moyenne nationale, donc à 1,2%. Et puis pour finir, un petit mot sur quand même, donc là je vous ai que présenté les résultats qui venaient du scénario central, donc c'est celui qui prolonge les tendances récentes. Mais on peut modifier ces hypothèses et en fonction de ces hypothèses, on obtient évidemment des chiffres différents. Donc, si on cumule les hypothèses qui vont jouer vers un nombre plus bas de ménages, donc c'est le scénario qui est tout à votre gauche, on est à peu près à plus 6 000 ménages par an sur la période 2018-2050. Donc 12 000, ça c'est le résultat, le titre de l'étude, c'est pour le scénario central. Et puis quand on cumule les scénarios hauts, on est presque à 18 000 ménages par an. Donc une fourchette entre 6 et 18 000. Voilà. Bon, merci de votre attention. Puis je passe la parole à Bruno, deuxième présentation. Bruno Le Benidec de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc, comme l'indiquait Arnaud, on était associés pour travailler sur l'étude des projections de ménage et d'évaluation des besoins en logement. Pour les services de l'État, cette étude est assez régulière. En fait, là, c'était une actualisation d'une étude qui a déjà été menée les années passées. Pourquoi? Parce que le besoin en logement territorialisé constitue un travail important pour discuter avec les territoires. C'est un besoin de connaissances territorialisées pour définir, porter, évaluer, amender les différents objectifs d'augmentation de l'offre de logement dans les documents de planification de type SRAGET, SCOT, PLH. Et c'est aussi des éléments de connaissance pour alimenter les débats au moment de la programmation annuelle de l'offre nouvelle de logement. Voilà. Donc, on a produit une carte synthétique à l'échelle des bassins d'habitat et on a proposé une méthode, un paramétrage que je vais vous présenter à l'échelle des bassins d'habitat, mais qui peuvent être déclinés par EPCI. Alors, quand on parle de besoin en logement, sans trop m'attarder sur des éléments méthodologiques, il est important, je pense, de rappeler que le besoin se distingue, en tout cas de notre point de vue, pas que du nôtre évidemment, le besoin se distingue de la demande. En fait, le besoin renvoie, comme ça a été indiqué, je crois, un petit peu en introduction, il renvoie à ce qui est nécessaire à un individu pour se développer. Et donc là, vous voyez la fameuse, la célèbre pyramide de Maslow, qui est une des formes de représentation des différents besoins humains. Et on voit que l'un des besoins socles pour le développement humain, constitué par les besoins de sécurité, c'est à ce niveau-là que se situe le besoin de trouver un abri, de s'abriter, voilà. Donc le besoin en logement se situe à ce niveau-là. C'est aussi d'un point de vue juridique un besoin fondamental qui est reconnu comme étant de niveau constitutionnel. Donc de ce point de vue-là, le besoin en logement se distingue de la simple demande en logement. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects juridiques. Juste pour rappeler quand même que le pouvoir, le besoin en logement est reconnu par la Constitution et il a été renforcé avec la loi sur le droit au logement opposable, qui donne donc le droit aux personnes qui ont fait la demande et qui n'ont pas été, dont la demande n'a pas pu aboutir, de faire un recours devant les instances administratives. Voilà, donc dans le domaine de la statistique, quand on parle de besoins de construction de logements neufs, on aborde souvent et surtout par la notion de demande potentielle de logements neufs, qui désigne le nombre de logements neufs qu'il faut construire annuellement pour répondre à l'accroissement de la demande et au renouvellement du parc. De ce point de vue, la période actuelle est marquée par une baisse généralisée de la production de logements neufs. Vous voyez sur la courbe, donc en bleu, l'évolution des permis de construire des logements mis en chantier depuis 2002. Et vous avez en pointillé, en fait, la moyenne annuelle sur 20 ans. Donc, vous voyez que là, on est en fin de course, donc tout à droite, dans un niveau de production qui est en dessous de la moyenne sur 20 ans et à des niveaux que l'on qualifie d'historiquement bas depuis 20, voire même plus, depuis 20 ans, voire 30 ans.
Ce qui caractérise aussi la période actuelle, c'est pas représenté sur les coûts, un contexte macroéconomique marqué par à la fois une inflation des coûts de construction, mais aussi par une augmentation des taux d'intérêt qui sont venus grever le budget des ménages et qui ont rendu donc de plus en plus difficile l'accès à la propriété. Euh, pour, dans le domaine économique, les acteurs, les opérateurs parlent plutôt, eux, non pas enfin, le terme le plus souvent employé est celui de la demande solvable. Et la principale question qui se pose, c'est y a-t-il adéquation entre l'offre et la demande de logement? Alors, il est difficile de mesurer la demande de logement dans sa totalité. On n'a pas d'outils centralisés sur la demande. On l'a pour la demande en logement social, mais pour la demande en logement privé, il n'y a pas d'outils centralisés pour le faire. Donc, on peut l'évaluer au travers d'outils, notamment en regardant les annonces sur Internet. Euh, donc, pour répondre à cette question, le prix des logements, comme on n'a pas d'outils pour le mesurer, le prix des logements est considéré comme la variable d'ajustement entre l'offre et la demande. Et plus le prix est élevé, plus en fait on a une indication qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, comme je le disais dans la période actuelle, la demande solvable diminue. Or, on constate que si cette demande solvable diminue, elle a des répercussions puisque vous voyez en rouge, en fait, la courbe représente l'évolution de la demande de logements sociaux et elle ne fait qu'augmenter. À l'inverse, en bleu, vous avez l'évolution de la demande satisfaite, donc des attributions. Donc là, vous voyez que la demande de logements sociaux augmente et les attributions diminuent. Donc, on voit bien qu'il y a un problème qui s'accentue. Voilà. Autre élément de contexte, les besoins en logement renvoient aussi à un contexte plus général de transition écologique, de décarbonation, et qui nous incite à réfléchir sur les filières de production et sur la complémentarité du parc existant et du parc neuf. Là, je vous ai représenté en fait les deux scénarios que l'ADEME a mis en avant. Alors, l'ADEME a fait un travail qui s'appelle Transition 2050 et qui permet d'essayer de proposer des scénarios pour la décarbonation de notre société à l'échelle 2050, comme il est prévu dans la stratégie nationale bas carbone. Alors, j'ai choisi ces deux scénarios-là parce que seuls les deux premiers scénarios permettent de remplir cet objectif de décarbonation à la fois et l'objectif de sobriété foncière, qui est par ailleurs demandé aussi au travers de certaines lois comme le ZAN, etc. Ces deux scénarios-là s'appuient sur une sobriété, une frugalité qui sont assez impactantes pour la production de logements. C'est les deux seuls scénarios qui sont envisageables avec des technologies que l'on sait, que l'on maîtrise aujourd'hui. C'est-à-dire que des technologies comme les puits de carbone qui ne sont pas encore tout à fait maîtrisées ne sont pas pris en compte dans ces scénarios-là. Et ces scénarios-là prévoient une réutilisation, une maximisation du parc existant importante et donc une minimisation de l'offre nouvelle de logement. Donc, dans ce contexte-là, il nous est paru important de paramétrer les besoins en logement. Alors, le ministère a proposé en 2015, 2016, 2017 une méthode qui s'appelle territorialisation de la production de logement et un outil qui s'appelle Othello, donc offre territorialisée de logement. Cet outil s'appuie sur deux échelles. Il y a une échelle bassin d'habitat et une échelle EPCI. Donc nous, on a travaillé plutôt à l'échelle bassin d'habitat. Et dans cet outil, on estime les besoins en nouveaux logements dans un périmètre et à un horizon de temps défini. Euh, les résultats, donc, dans le cadre de cette étude, ont été faits à l'échelle des bassins d'habitat, je l'ai dit, et le paramétrage, lui, résulte d'une observation des marchés locaux de l'habitat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a travaillé aussi à l'échelle des bassins d'habitat pour une raison très simple, c'est qu'on s'est appuyé sur les projections démographiques de l'INSEE et il y a un seuil de population de 50 000 habitants
qui nous oblige, entre guillemets, à choisir un périmètre suffisamment important pour utiliser ces projections démographiques. Alors, les besoins en logement sont constitués de deux, dans cette méthode, sont répartis en deux grandes parties, les besoins en stock et les besoins en flux. Alors, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que pour ceux qui ont travaillé sur ces questions-là, il faut savoir qu'on n'a pas repris du coup la méthode qui est très souvent utilisée par des bureaux d'études qui s'appelle le point mort. Là, c'est une méthode un peu différente pour plein de raisons, mais notamment une, c'est que le point mort, de notre point de vue, ne fait pas une estimation suffisamment aboutie des besoins en stock. Donc toute la question du mal logement est finalement peu abordée par la question du point mort. Et il nous semblait, d'un point de vue des politiques publiques, en tout cas du ministère, important de ne pas oublier et au contraire de prendre en considération ces questions-là. Donc c'est toute la question des ménages qui sont hors logement, des ménages qui sont dans des logements trop chers, donc en inadéquation financière, des ménages vivant dans des logements qui n'est pas le leur, donc qui sont hébergés, des ménages dans des logements de mauvaise qualité, des ménages résidant dans le parc social en situation de besoin qui auraient besoin de déménager, ou encore des ménages en inadéquation physique. Tous ces éléments-là sont pris en compte dans la méthode que nous avons utilisée. Et puis, l'autre point important, c'est les besoins en flux. Donc, c'est à ce moment-là que les projections démographiques rentrent en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, les besoins en flux, donc l'évolution démographique des territoires, représente environ 76% des besoins. Donc, c'est très impactant dans l'estimation des besoins. Alors ça, c'est pour des raisons aussi de paramétrage, parce que, voilà, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais pour résorber le mal logement, on a fixé un horizon de temps de 20 ans. Évidemment, on s'est laissé le temps pour résoudre pour proposer des solutions à ce problème-là. Si on réduit, en fait, si on passe de 20 à 10 ans, bah, en fait, les besoins en stock augmentent un peu. Voilà. Dernière chose, on a aussi dans le paramétrage, enfin dans l'estimation des besoins en logement, on a pris le parti de ne pas de prendre en compte, enfin d'utiliser le scénario central, pas les autres scénarios, dans la mesure où les autres scénarios varient en fonction des quatre indicateurs que Arnaud a cités, le taux de fécondité, le taux de mortalité, l'espérance de vie et la cohabitation des cohabitations, et que pour l'instant, enfin en tout cas de notre point de vue, il nous semble que les politiques publiques, en tout cas locales, n'interviennent pas directement sur ces indicateurs-là, notamment la fécondité, la mortalité et l'espérance de vie. Pour le dernier, c'est peut-être un peu plus discutable. Donc c'est pour cette raison qu'on a pris le scénario central. Et en utilisant le scénario central, on a fait un dernier paramétrage qui, lui, est en lien avec la structure du parc de logement, puisqu'en fait, il y a deux autres paramètres qui sont intégrés, c'est l'évolution des résidences secondaires et l'évolution des logements vacants. Si vous faites varier la structure du parc ne serait-ce que sur ces deux indicateurs, vous pouvez faire varier le besoin en logement. Pour une raison assez simple, c'est que les logements vacants dans des territoires dits détendus où il existe un parc existant de logements vacants sont autant de logements potentiels à remettre sur le marché sans besoin de construire de nouveaux logements, puisqu'en fait, ils sont déjà là. L'objectif des politiques publiques étant de les remettre sur le marché. Deuxième élément, concernant les résidences secondaires, on a considéré que, au regard de l'évolution actuelle, qui est la baisse du taux de résidences secondaires dans les territoires littoraux, et au regard des enjeux de politique publique de mobilisation du parc existant, on a poursuivi cette baisse du taux de résidences secondaires dans les territoires littoraux. Et donc, pour le logement vacant, on a fixé un seuil de 7% de logements vacants, et tous les territoires qui étaient au-dessus de 7%, on a fait baisser le taux de logements vacants, et tous les territoires qui étaient en dessous, on a fait augmenter un petit peu le taux de logements vacants. J'avance parce que je crois que je suis en train de déborder. Non, je ne déborde pas. Bon. Alors, comme je l'ai indiqué en introduction, cette étude a déjà été menée dans le passé. Compte tenu de notre nouveau paramétrage, alors
les résultats cette année nous conduisent à une fourchette de besoins entre 22 500 et 24 500. C'était 23 000, 24 000 dans les années passées, donc on voit qu'on est dans les mêmes fourchettes, ce qui souligne une certaine cohérence et une certaine continuité dans nos travaux. Ce qui est important, au-delà, je pense, du chiffre global, c'est nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on est assez transparent sur la façon dont on a calculé les besoins, ce qui, au passage, est pas forcément toujours le cas. Donc là, tout le paramétrage, il est écrit. Vous pouvez le consulter sur le site de l'Adréal. Les résultats sont connus aussi. Donc, entre l'étude ancienne de 2018 et aujourd'hui, il y a une petite différence sur l'estimation du renouvellement du parc, qui est un petit peu plus importante dans notre nouvelle, enfin, un peu moins importante, pardon, dans notre nouvelle estimation. Les résidences secondaires aussi sont un peu moins nombreuses, compte tenu du paramétrage que je vous ai indiqué tout à l'heure sur le fait qu'on a baissé le taux de résidence secondaire, et le nombre de logements vacants également est un peu moins important puisqu'on a baissé dans certains territoires le taux de logements vacants. Voilà. Donc, les résultats aboutissent à ce type de carte à l'échelle des bassins d'habitat. Donc, vous avez à votre gauche une carte qui représente le volume à la fois et l'intensité des besoins par bassin d'habitat. Donc, le volume des besoins, donc les besoins, les cercles sont proportionnels aux besoins en logement en volume. Donc, vous voyez par exemple que pour le bassin d'habitat de Nantes, le cercle représente 9 000 logements par an. À l'inverse, pour les territoires de la Mayenne et de la Sarthe, les cercles sont plus petits. Et l'autre particularité, c'est que les besoins en logement dans les territoires de la Sarthe et de la Mayenne, non seulement les volumes sont moins importants, mais l'intensité du besoin est également plus faible, puisqu'on n'est plus dans des tons verts, dans des tons rouges, mais plutôt vert-jaune. Et ce ratio-là, en fait, c'est le besoin rapporté au parc de logement. Donc, quand on dit, par exemple, dans un territoire que le besoin est de 200, si ce territoire-là, c'est Nantes, ça veut dire que le besoin il est relativement faible, alors que si c'est 200 dans la Mayenne, c'est pas du tout la même intensité du besoin. Je sais pas si c'est assez clair, mais 200 en soi, c'est un chiffre qu'il faut contextualiser. C'est ce qu'on a essayé de faire avec cette carte. Vous voyez d'ailleurs que pour les territoires littoraux, notamment de Vendée, le volume n'est pas négligeable, mais par contre, l'intensité du besoin est relativement faible parce que, compte tenu du parc de logements existant et notamment du nombre de résidences secondaires dans ces territoires-là, l'intensité du besoin est un peu moins importante que dans d'autres territoires tendus. On a représenté sur la carte de droite, on a voulu regarder du coup quel était le rapport entre les besoins et la réalité de la production de logements ces dernières années. Vous avez en bleu des territoires où la production a été inférieure aux besoins, et en jaune, orange et surtout rouge, les territoires où la production a été supérieure aux besoins. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir comme ça assez rapidement une estimation du décalage entre guillemets, l'offre et la demande. Alors, même si je dirais plutôt l'offre et le besoin. Donc, on voit bien l'axe central qui part du sud-est Vendée jusqu'au nord de la Loire-Atlantique, qui est en fort déficit, en particulier donc avec Nantes au milieu. Alors même si Nantes est un peu, là le bassin d'habitat de Nantes est assez large, donc ce qui fait que on voit peu l'effet, le déséquilibre en fait de Nantes métropole est un peu fondu dans le reste du bassin d'habitat, mais on sait que les besoins sont très très forts dans la métropole. Et puis à l'inverse, donc les territoires, alors à la fois, il y a deux types de territoires en surplus, entre guillemets, où les besoins sont un peu plus faibles que ce qui est produit, c'est le nord de la Sarthe et de la Mayenne et le littoral. Alors pour des raisons complètement différentes, évidemment, puisque le littoral a produit finalement relativement beaucoup de logements comparé à la population présente, alors que la Mayenne et la Sarthe, c'est des problématiques assez différentes. C'est que il y a une production aussi importante, mais qui est quand même relative par rapport au volume que ça concerne. Cette étude de l'INSEE que nous avons réalisée avec Arnaud Pizzala,
que vous avez vu tout à l'heure et qui est sorti en décembre 2024 sur les évolutions du marché immobilier dans les Pays de la Loire. Je précise que c'était sur les évolutions des logements anciens, donc à partir de 2 ans d'ancienneté. Nous avons utilisé la source DB3F, donc les demandes de valeur foncière issues de la DGFiP. Et on se concentrera donc sur la période 2010-2022. On verra cette présentation en 5 points. Donc, on va d'abord s'intéresser aux ventes. On va voir que le marché a été dynamique jusqu'en 2021, puis il y a eu un retournement en 2022. Et ensuite, on s'intéressera aux prix. On verra qu'ils ont fortement augmenté à partir de 2015. Et puis après, on zoomera à l'intérieur de la région pour voir les différences entre les différents territoires. Et puis, on essaiera d'observer les tendances légèrement plus récentes que la période 2010-2022. Alors, pour commencer, on va analyser le marché du point de vue des ventes. Vous voyez sur ce graphique l'évolution entre 2010 et 2022 des ventes, donc les 2 courbes foncées pour les Pays de la Loire, les courbes claires pour la France, en rouge les maisons, en bleu les appartements. Donc, ce qu'on constate, c'est alors oui, c'est en base 100 en 2010. Et si on regarde donc cette évolution, on observe une stagnation, stabilité entre 2010 et 2014. Et puis ensuite, les ventes progressent rapidement à partir de 2015 jusqu'à atteindre un pic en 2021 avec 72 000 logements vendus dans la région cette année-là. On a sur ces 72 000 logements, 51 000 maisons et 21 000 appartements. Et 80% de ces logements vendus sont des logements dits anciens, donc à partir de 2 ans d'ancienneté. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette hausse entre 2010 et 2015 et 2021? Eh bien, il y a deux facteurs principaux qu'on peut mettre en avant. Tout d'abord, un dynamisme démographique régional. Donc ça, c'est un facteur plutôt local. Et un accès facilité au crédit. Ça, c'est un facteur un peu plus national. Donc, vous le savez, dans la région, nous avons eu, sur la période récente, ici sur la carte, c'est 2016-2022, une hausse de la population. On est sur 0,6% par an en moyenne, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, eh bien, cette croissance de la population, elle favorise évidemment la demande en logement, ce qui met en tension eh bien, le marché immobilier régional. Évidemment, mon propos au niveau régional, il peut être nuancé, on le voit sur la carte, puisqu'on n'a pas les mêmes d'observation selon les différentes zones de la région. Vous voyez que la croissance de la population elle est beaucoup plus forte sur la partie ouest, en Loire-Atlantique, en Vendée, que sur la partie est, en Mayenne, notamment en Sarthe. Donc, on verra tout à l'heure que ces contrastes territoriaux, ils ont une influence sur la dynamique des prix. On verra tout à l'heure. Et le deuxième effet, donc, eh bien, c'est l'accès au crédit, puisque l'accès au crédit, pendant cette période 2010-2021, l'accès au crédit s'améliore grâce à des taux historiquement bas et à des conditions d'emprunt plus souples. La réduction des exigences d'apport personnel ou des durées d'emprunt plus longues ont permis à davantage de ménages d'accéder à la propriété. On le voit sur le graphique de droite. En 2010, on était à près de 4% de taux d'intérêt et on a baissé continuellement pour atteindre un plancher en 2021-2022 à près de 1%. Et donc, on le voit sur le graphique à droite. Qu'est-ce qui se passe en 2022? Eh bien, ces taux remontent très rapidement. C'est un des facteurs qui va expliquer après le retournement des ventes en 2022. Donc, eh bien, en 2022, effectivement, on a un retournement de tendance. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette hausse brutale, peut-on dire, des taux d'intérêt? Eh bien, il faut se souvenir qu'en 2022, on était face à une inflation forte, voire très forte
en France, mais pas qu'en France, hein, en Europe également. Et donc, pour limiter cette inflation, la Banque centrale européenne a décidé eh bien, de baisser ses taux directeurs, ce qui a engendré eh bien, cette, cette hausse des taux d'intérêt. Et donc, la conséquence sur le marché de l'immobilier, eh bien, c'est cette baisse assez brutale des ventes. Ici, vous voyez sur ce graphique les conséquences sur les ventes immobilières, donc toujours de 2010 à 2022. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de vous montrer un graphique par trimestre. Première raison, pour vous montrer que les ventes, c'est quelque chose qui est saisonnier, ce n'est pas forcément quelque chose qui est su par tout le monde. Il y a tous les ans un pic à l'été. Et donc, si on regarde donc les 4 derniers points, ce sont les trimestres de 2022. Si on regarde le troisième trimestre 2022, l'avant-dernier point, et qu'on le compare avec le troisième trimestre 2021, un an auparavant, les deux pics, les deux derniers pics, si on peut dire, eh bien, on voit un décrochage assez fort des ventes qui se produit à ce moment-là, donc à partir donc, du second trimestre 2022. On a une baisse de 18% des ventes pour les maisons et de 11% des ventes pour les appartements. À mettre en regard avec le niveau national, on est sur une baisse de 14% des ventes pour les maisons et équivalent 11% pour le niveau national pour les appartements. Alors, il y a un autre facteur qu'on peut rajouter en complément qui explique probablement cette chute des ventes en 2022, c'est que le Haut Conseil de stabilité financière a demandé, a durci, si vous voulez, les conditions d'emprunt des ménages. Il y a la règle des 35%. Désormais, à partir de fin 2021, les ménages ne peuvent plus s'endetter au-dessus de 35%. Et puis, on a fixé un seuil maximal de durée de remboursement à 25 ans, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors là, je vous ai présenté les résultats sur les ventes. On a vu cette hausse puis ce retournement en 2022. Et donc après, on peut se demander bien qu'est-ce qui se passe pour les prix? Comment ces prix évoluent-ils? Donc ici, sur ces deux graphiques, à gauche, les appartements et à droite, les maisons, vous voyez les différentes évolutions de prix dans les différentes régions françaises. Alors, en français, vous voyez les Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, entre 2010 et 2015, à la fois pour les appartements et les maisons, les prix au mètre carré sont relativement stables. Et puis, à partir de 2015, ces prix augmentent. Ensuite, à partir de 2019, ces prix augmentent beaucoup plus fortement. Entre 2015 et 2021, les prix augmentent pour les appartements dans la région de 48%. Pour les maisons, toujours entre 2015 et 2021, les prix augmentent de 24%. Donc ces hausses sont plus prononcées dans la région qu'au niveau national. Au niveau national, en France, elles sont de 17%. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on a eu une chute des ventes en 2022. Et donc, on pourrait se demander, qu'est-ce qui se passe pour les prix? Est-ce qu'en 2022, à la fois les prix et les ventes diminuent? Eh bien non, on le voit sur les graphiques. En 2022, si on compare par rapport à 2021, les prix continuent de monter dans la région. Ils augmentent pour les appartements de près de 10% et pour les maisons de 6,5%. Et finalement, en 2022, donc, les prix de l'immobilier atteignent un niveau relativement important pour les appartements. On est à 3 300 € du mètre carré. Donc, on est au 3e rang national, là, si on compare les différentes régions. Et pour les maisons, on est à 2 230 € du mètre carré. Donc, je vous ai présenté les tendances à l'échelle régionale. Maintenant, on peut essayer de regarder ce qui se passe à un niveau un petit peu plus fin. Donc ici, vous avez deux cartes. La première, à gauche, vous montre les prix médians par mètre carré en 2022.
Tout à l'heure, on verra les évolutions de prix à droite. Donc, pour commencer, à gauche, vous voyez que les prix sont plus élevés en 2022. C'était la même chose en fait dès 2010. Ils sont plus élevés eh bien, à l'ouest de la région, tout près de l'océan, et également dans les grands centres urbains, Nantes, Angers. Un autre exemple qui montre l'attractivité peut-être du littoral, si on compare les 20 communes, enfin, si on regarde les 20 communes les plus chères de la région, les 19 premières sont situées sur le littoral et la 20e, c'est Nantes. Encore un autre exemple pour vous montrer les disparités de prix sur le territoire. Si on prend le prix médian en Loire-Atlantique, on est, pour une maison, on est à 3 180 € le mètre carré, alors qu'en Mayenne, on est à 1 410 € le mètre carré, donc c'est plus du double en Loire-Atlantique par rapport à la Mayenne. Donc on a des contrastes nets, assez importants donc, entre les territoires. Donc ça, c'est le niveau des prix atteints en 2022. Et puis ensuite, si on regarde à droite, et si on s'intéresse donc à l'évolution entre 2010 et 2022, on voit que sur les mêmes territoires qui bordent l'océan, à l'ouest en tout cas de la région, on a des hausses qui sont supérieures à 35%. Donc ça, c'est le niveau atteint sur l'ensemble de la région. Et donc, on dépasse cette valeur moyenne hein, sur la partie ouest, donc Loire-Atlantique, Vendée, alors que, eh bien, on a une stabilité, voire des légères baisses sur le nord Mayenne, nord Sarthe. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que l'évolution des prix, elle est plus marquée sur les territoires où les prix sont déjà élevés. Alors, là, je vous ai parlé des tendances sur la période 2010-2022. On a refait un petit historique ensemble de cette période-là. Mais 2022, c'est déjà ancien. Alors, on peut essayer de regarder ce qui se passe un peu plus récemment. Donc, le plus récemment, c'est 2023. En 2023, donc, ce sont des données provisoires uniquement, mais la baisse des ventes s'accentue. On a pour l'instant une confirmation, une poursuite de la baisse des ventes en 2023. Et puis donc, on s'intéresse également au prix et ces données provisoires, eh bien là, on voit, j'allais dire enfin, un changement, notamment en Loire-Atlantique. Alors là, vous voyez les différents départements. À gauche, donc en Loire-Atlantique, eh bien, on voit que les prix des maisons en rouge baissent de près de 3% et les appartements en bleu de près de 5% par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas le cas du tout en Maine-et-Loire, où les prix restent stables en 2023, et ce n'est pas du tout le cas non plus en Mayenne, en Sarthe ou en Vendée, où les prix des maisons, eh bien, vous voyez, ils sont toujours au-dessus de zéro, ils continuent d'augmenter, même si les augmentations ne sont pas très fortes, elles sont tout de même non négligeables. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, je vous remercie. Et je vais laisser la place à Samuel. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les principaux résultats de l'étude qu'on a menée sur la vulnérabilité énergétique liée au logement dans les Pays de la Loire. C'est une étude qui a été publiée fin janvier 2025 et elle a été réalisée avec la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, l'ADREAL. Alors, je vous présenterai tour à tour la vulnérabilité dans les territoires, comment elle est selon les intercommunalités,
Après, quel type de logements sont plus vulnérables? Après, un peu le profil des ménages sur la vulnérabilité. Après, je proposerais de présenter deux simulations. Une sur les effets de l'inflation énergétique sur la part de ménages vulnérables et l'autre toujours sur cette part de ménages vulnérables. Quel est l'effet de politique de rénovation énergétique? Enfin, on pourra comparer dans un dernier point notre région avec des régions qui présentent des taux de vulnérabilité encore plus faibles. Et également, on se comparera avec la région Bretagne, qui est une région proche de chez nous. Alors d'abord, un petit rappel sur la définition de la vulnérabilité énergétique. Donc, un ménage est dit en situation de vulnérabilité énergétique si son taux d'effort énergétique, c'est-à-dire ses dépenses énergétiques théoriques liées à l'habitat rapporté à son revenu disponible, est supérieur à 9,2%. Ce 9,2%, il correspond au double de la médiane du taux d'effort énergétique. Donc, au-delà de 9,2%, on est considéré comme vulnérable. Pour le coup, dans notre région, on se retrouve avec 276 700 ménages vulnérables, soit un ménage sur 6. Alors, en termes de dépenses énergétiques, les ménages ligériens vont consacrer, s'ils sont vulnérables, 2 430 € par an pour ces dépenses énergétiques. Et on remarque que c'est beaucoup plus faible pour les ménages vulnérables, non vulnérables, puisqu'on est à 1 560 €. Alors, si on regarde un peu à l'infrarégional, selon les intercommunalités, on se rend compte que cette vulnérabilité, elle va être relativement forte plutôt sur les intercommunalités du pourtour de la région. On va se retrouver avec le nord de la région, avec des parts de ménages vulnérables assez fortes. Je peux citer comme exemple Bocage-Mayennais en Mayenne, donc là au nord-est de la Mayenne, où la part de ménages vulnérables va être plus de 38% des ménages. On a également en Sarthe l'intercommunalité Loire-Lucé-Bercé qui est à plus de 35%. Enfin, si on descend, si on va dans le sud de la région, vers en Vendée, dans le pays de la Châtaigneraie, c'est un tiers des ménages qui sont vulnérables. Alors, à contrario, la vulnérabilité sera beaucoup plus réduite dans les intercommunalités des grandes villes. On peut remarquer par exemple que sur l'intercommunalité de Nantes Métropole, on va être à moins de 10%. 9,5% des ménages sont vulnérables. Pour les intercommunalités, par exemple, d'Angers et de La Roche-sur-Yon, ça sera de l'ordre de 11%. Donc, on voit un écart de 1 à 4 entre les plus faibles et les plus forts taux de ménages vulnérables. Alors, on s'est un petit peu attaché à voir quel type, euh, quel, quel type de logement était plus susceptible d'être touché par la vulnérabilité. Alors, on a regardé un peu, vous savez, les étiquettes énergétiques des logements, qui vont des catégories A à G, sachant que F et G, c'est ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Alors, évidemment, c'est pas un scoop, mais c'est bien de le dire, on a 55% des ménages habitant une passoire énergétique qui sont vulnérables. Donc, plus de la moitié des passoires hein, où il y a des ménages sont vulnérables. Alors, on va se rendre compte que le type de chauffage aussi a une incidence assez forte. Par exemple, on a plus 46% des ménages se chauffant au fioul qui sont vulnérables. Enfin, l'âge du bâti, plus il est ancien, plus il y aura de vulnérabilité. On va se retrouver par exemple avec 27% des ménages qui habitent dans des logements construits avant 1948 qui sont vulnérables. Par ailleurs, on a un autre angle qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que le logement social protège de la vulnérabilité. Ainsi, on va se retrouver avec 12,6% de ménages vulnérables dans le logement social contre 17,4% dans le logement privé dans les Pays de la Loire. Donc une différence quand même assez remarquable. Alors, quel profil de ménage ressortent un peu sur cette question de la vulnérabilité?
Alors, on a une question d'âge. On remarque qu'on a près de 30% des ménages de 65 ans ou plus qui sont vulnérables. C'est une très forte proportion. Ça touche également aussi les ménages jeunes, avec près de 19% des ménages chez les moins de 25 ans, chez les 25 ans au moins qui sont vulnérables. Alors, c'est beaucoup une question d'isolement aussi, la vulnérabilité énergétique. On remarque qu'on a près de 37% des femmes seules qui sont vulnérables, un petit peu moins chez les hommes, mais ça reste élevé avec 26,4%. Quelque chose qui est peut-être un peu moins évident, c'est aussi une question de statut d'occupation. Et finalement, on se rend compte que la part de ménages vulnérables va être plus forte chez les propriétaires que chez les locataires, avec 17,6% pour les propriétaires contre 14,8% de ménages vulnérables chez les locataires. Alors, malheureusement, la vulnérabilité énergétique est surtout une question de pauvreté. On se rend compte que 54% des ménages sous le seuil de pauvreté sont vulnérables, contre 16,8% pour l'ensemble des ménages. Alors là, on vous présente un graphique avec une dichotomie entre les ménages qui sont au-dessus du seuil et en dessous du seuil. Et on remarque que quelle que soit la variable qui est prise, que ce soit le fait d'être une personne seule, d'être jeune ou âgé, on a une différence énorme de vulnérabilité entre les ménages qui sont au-dessous du seuil et en dessous et au-dessus. Par exemple, pour les ménages de personnes seules, on va être à plus de 20% chez ceux qui sont au-dessus du seuil et on est à 70% quand on est en dessous du seuil. Bon, si on prend aussi le ménage chauffé au fioul, c'est pareil, la différence va être énorme. 40% pour ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté et près de 90% pour ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, cette dichotomie est vraiment frappante. Alors là, on aborde des outils qui nous ont permis de réaliser quelques simulations. Notamment une simulation sur un choc d'inflation énergétique, un choc qui a d'ailleurs eu lieu entre 2021 et 2024. Donc on a pris l'inflation énergétique qui a eu lieu à peu près entre 2021 et 2024 dans notre pays, ce qui donnait à peu près plus 39% pour le fioul, plus 47% pour l'électricité et plus 65% pour le gaz. Et on a regardé, toutes choses égales par ailleurs, l'impact que ça avait sur la part de ménages vulnérables. Et pour le coup, bah, cette part, elle augmente énormément. Elle augmente de plus de 10 points. On passerait de 16,8% de ménages vulnérables à 28,9%. On rapproche vraiment des 30% de ménages vulnérables. Alors, ce qu'on remarque avec cette simulation, c'est que il n'y a pas d'inversement de tendance selon les intercommunalités. Les intercommunalités qui étaient déjà le plus touchées par la vulnérabilité le sont encore plus. Mais toutes les intercommunalités sont touchées. Alors, on avait la possibilité de faire d'autres types de simulations. Pour le coup, on pouvait faire des simulations à partir des étiquettes des logements. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête les étiquettes énergétiques des logements qui vont de A de bâtiments qui sont très bons en termes d'économie d'énergie aux bâtiments G qui sont les passoires énergétiques avec les F. Donc là, on a testé deux scénarios. Un premier scénario où on a ciblé sur les passoires énergétiques et un peu les logements en étiquette E. Donc, on fait passer 70% des passoires énergétiques de GF à E, D et C. Donc, des étiquettes, même si elles ne sont pas idéales, qui sont nettement meilleures sur le plan du confort énergétique. Et 30% des étiquettes, des bâtiments en étiquette E à l'étiquette D. Alors, avec ce scénario qui est ciblé, on partirait sur une part de ménage qui reculerait à 13,9% au lieu des 7,8% initiaux, donc un gain de 3 points. Et on aurait grosso modo 48 000 ménages qui sortiraient de la vulnérabilité.
donc en partant des 276 000 initiaux. Alors après ce scénario qu'on a appelé ciblé, on avait un deuxième scénario pour le coup ambitieux, où là on essaye d'impacter une grande partie des logements qui allaient des étiquettes G à C, en essayant de les faire passer en étiquettes principalement B et A. Donc je vous laisse un peu regarder le passage des étiquettes. Par exemple, on est sur 100% des GFE qu'on passerait de D à A, etc. Alors pour le coup, là, on réduit drastiquement la part de ménages vulnérables. De 16,8%, on passerait à 7,4%. Donc vraiment, là, ça serait presque pas marginal, mais vraiment faible. Les dépenses énergétiques seraient réduites de 32%. Et en nombre de ménages, sur les 276 000 initiaux, pour le coup, on en sortirait 154 000 de la vulnérabilité. Donc plus de la moitié qui sortirait de cette vulnérabilité énergétique avec un scénario ambitieux. Alors enfin, on a utilisé un outil qui nous permettait, donc un modèle de régression linéaire qui permettait d'expliquer la part de vulnérabilité dans les régions selon trois principales composantes, selon trois variables explicatives, la qualité du bâti, les revenus des ménages, le climat. Donc on avait une constante dans ce modèle et aussi une part qui n'est pas expliquée par le modèle, qui peut être liée à la région ou autre. Alors, vous voyez le graphique, on va avoir avec les triangles, ça c'est la part de ménages vulnérables dans les régions. On a pris les trois premières régions qui ont les taux de ménages vulnérables les plus faibles et on a pris nos voisins de la Bretagne pour se comparer. Et on se rend compte que si l'Île-de-France, qui a le meilleur taux de vulnérabilité, ils sont en dessous de 10%, c'est grâce à leur bâti qui est de bonne qualité et grâce à leurs revenus qui sont élevés. On a les deux autres régions qui suivent, qui ont des parts de ménages vulnérables aux alentours de 11,5%. Elles, ce qui les aide vraiment à avoir, c'est une part réduite, c'est l'effet climat. On le voit bien pour la Corse et la PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'effet climat tire à la baisse la part de ménages vulnérables, alors qu'au niveau bâti, c'était pas forcément idéal. Enfin, sur les Pays de la Loire et de la Bretagne, alors la Bretagne présente une part de ménages vulnérables plus élevée que nous, on est un peu plus de 20%. On a un petit peu les mêmes composantes et la région des Pays de la Loire va être un peu meilleure sur le bâti, qualité du bâti meilleure par rapport à la vulnérabilité, et sur des revenus plus élevés qui nous permettent d'être un petit peu en dessous. On peut constater que dans notre région, ainsi qu'en Bretagne, il n'y a pas d'effet climat. Donc, on est neutre, une neutralité sur le climat. Voilà, je vous remercie. Merci Samuel, merci. Et merci pour l'invitation. Merci aussi aux précédents orateurs. C'était passionnant de mon côté. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une étude qui est encore en cours au département des études économiques de l'INSEE sur le logement social en France, polarisation, paupérisation et surtout les effets sur la ségrégation résidentielle. Voilà, je passe très vite sur le plan parce que pour gagner un peu de temps, je vais commencer par un peu un contexte sur le logement social en France en général. Donc c'est le logement social, ça reste un pilier des politiques du logement en France avec 16% des résidences principales et dans les grandes agglomérations, on monte à 25% assez facilement et ça correspond quand même à plus d'un tiers des aides au logement avec 15 milliards d'euros en 2022. Donc on est sur un pan important de la politique du logement. En France, le logement social, il a deux objectifs. Le premier, c'est de proposer une solution aux populations qui rencontrent des difficultés pour se loger. Et comme on l'a vu, ça peut aussi sortir des personnes de la précarité énergétique. Ça peut permettre à des personnes de trouver un logement plus adapté à des situations familiales qui sont compliquées.
Un autre aspect qui est plus au centre de cette étude, c'est le logement social a pour but aussi de favoriser la mixité sociale. Et c'est un point qui revient particulièrement qui est latent depuis la fin des depuis les années 80 et qui revient à partir des années 2000 avec la loi SRU. Donc un bref historique parce que les logements comme sont des biens durables et du coup ils sont les politiques publiques qui ont été prises il y a plusieurs dizaines d'années ont encore un impact aujourd'hui. Donc le premier c'est le- tout d'abord, dans l'après-guerre, c'est là où naît un peu le logement social tel qu'on le connaît maintenant. Il y a une crise de logement sans précédent qui touche toutes les catégories de la population et un besoin de construction massif de logements. Les pouvoirs publics s'emparent de la question et à partir des années 50 jusqu'aux années 70, il y a une construction très importante de logements sociaux et notamment la construction des grands ensembles qu'on connaît tous qui logent toutes les catégories de la population. À partir des années 70, on remarque une fuite des classes moyennes avec un accès à la propriété qui est facilité et un maintien dans les logements sociaux des populations les plus précaires. Et à partir des années 80, le logement social se spécialise un peu, d'une certaine manière, dans l'accueil des populations les plus pauvres. Donc la mixité sociale dans tout ça, c'est quelque chose qui est dans les politiques du logement social dès le début des années 70, donc présent dans le sixième plan. Au tout début, l'idée était plutôt de maintenir une diversité au sein du parc social, avec le décret de 86 ou la loi Besson de 90. L'idée, c'était de faire en sorte que le logement social ne soit pas uniquement peuplé de ménages les plus précaires, puisque comme il était très concentré géographiquement avec les grands ensembles, ça créait des îlots de pauvreté. Ensuite, à partir des années 2000, on a la loi SRU qui, elle, vise à diversifier les zones accueillant du logement social pour essayer de faire supporter à peu près toutes les communes des grandes agglomérations une part minimale du logement social. Donc, on attend un taux de 20, puis c'est monté à 25% des résidences principales qui doivent être des logements sociaux dans les grandes agglomérations. Donc, il y a eu plusieurs études d'évaluation de la loi SRU. J'en cite deux ici, qui montrent que, en effet, la loi SRU a eu un impact positif et le logement social est maintenant mieux réparti géographiquement qu'avant l'introduction de la loi SRU. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les grandes agglomérations, il y a des logements sociaux qui ont été construits dans des zones où il y en avait assez peu auparavant, dans des communes qui n'accueillaient quasiment pas de logements sociaux. Mais études de l'INSEE à l'appui, on voit que dans les grandes agglomérations, la ségrégation résidentielle en termes de revenus, cette fois, a, elle, eu tendance à augmenter. Donc, on se pose la question, on a un logement social qui est mieux réparti, mais qui met une ségrégation résidentielle qui reste en augmentation. Donc, quelle est la contribution du parc social à cette ségrégation résidentielle en termes de revenus? Nous, on regarde plutôt le niveau de vie. Et quelles pourraient être les marges de progression sur cette question? Donc, en deux mots, l'étude, on va montrer que le parc social est en effet mieux réparti aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 2000. Donc, il y a déjà eu quelques évaluations, mais on fait un- on regarde ça sur la France entière ici, mais que néanmoins, il reste très concentré géographiquement au sein des grandes agglomérations. On va aussi montrer qu'il accueille de plus en plus de ménages précaires depuis la fin des années 80. Et on va voir que le parc social participe à la ségrégation résidentielle selon les niveaux de vie dans les grandes unités urbaines. On identifie deux canaux, c'est sa concentration géographique qui reste importante malgré des efforts consentis dans les grandes unités urbaines après la loi SRU, et aussi parce qu'il est polarisé, c'est-à-dire que les ménages au sein du parc social ne se répartissent pas uniformément dans le parc social en fonction de leur niveau de vie. Donc, un bref, pour les données mobilisées, je vais passer vraiment très vite. On mobilise des données du SDES, du ministère de la Transition écologique, sur le parc de logement des bailleurs sociaux, et aussi des données INSEE Fideli, donc le fichier démographique logement individu, qui vont nous permettre d'avoir un niveau le plus fin possible, c'est-à-dire au niveau ménage, des informations sur le logement, sa situation,
aussi des informations complémentaires sur le parc social, notamment le loyer, et des informations sur le ménage, sa composition et son niveau de vie. Donc le champ de l'étude, on se concentre sur les unités urbaines de plus de 200 000 habitants, sauf pour Nice où l'appariement n'était pas tout à fait satisfaisant, ce qui représente quand même plus de la moitié des logements sociaux de métropole. On a 37 unités urbaines qu'on étudie, dont 3 qui sont au Pays de la Loire. Et on a un taux d'appariement qui est très satisfaisant sur notre champ, donc de plus de 83%, ce qui nous permet d'avoir une analyse fine au niveau ménage, ce qui n'était pas encore fait dans la littérature. Donc, on voit là, ici, sur cette figure, on représente la concentration du parc social. Donc, on peut mesurer la concentration géographique du parc social. En abscisse, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en abscisse, c'est la concentration du parc social en 2006. En ordonnée, c'est celle en 2020. Et on a la première bisectrice. Donc, on voit que la concentration du parc social pour toutes les unités urbaines étudiées est plus importante en 2006 qu'elle l'était en 2020. On voit quand même une hétérogénéité dans la réduction de la ségrégation géographique du parc social. Donc, on voit et que ça n'est pas forcément lié ni au point de départ, c'est-à-dire que des unités urbaines comme celle de Béthune, où le parc social était assez bien réparti géographiquement, ont eu une baisse ou une amélioration de la répartition géographique qui est assez limitée. D'autres, comme Valenciennes, c'était plus importante ni la taille de l'agglomération. Donc, on voit que pour l'agglomération d'Aix-Marseille, ici, l'amélioration a été assez faible, alors que pour Bordeaux, Montpellier, elle a été plus importante et c'est des unités urbaines qui ont des tailles relativement importantes. Donc, on a un parc social, pardon, qui est mieux réparti maintenant en 2020 qu'il était en 2006, mais pas tout à fait de la même manière selon les unités urbaines. On voit aussi un parc social qui accueille toujours plus de ménages modestes. Donc ici, ce qui est représenté, c'est la part des ménages, donc en ligne solide marron, c'est la part des ménages du premier quartile de niveau de vie qui sont parmi les locataires du parc social. Donc on voit qu'on avait à la fin des années 80, environ 30% des ménages dans le premier quartile de niveau de vie, ce qui veut dire que leur niveau de vie est parmi les 25% les plus faibles de la population française. Donc 30% en 88, et on monte jusqu'à près de 50% en 2013, ce qui est une forte augmentation. Donc, si on regarde juste les ménages du parc social, la part des ménages modestes a fortement augmenté, et dans le même temps, la part des ménages qu'on peut qualifier d'aisés, qui étaient dans le quatrième quartile de niveau de vie, a, elle, baissé en passant de 15% à un peu plus de 5% en 2013. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un parc social où il y a toujours plus de ménages modestes et toujours moins de ménages aisés. Même s'il reste quand même une certaine diversité, on voit que on a 15% en 2013, on a encore 15% de ménages qui sont dans le troisième quartile de niveau de vie, donc c'est pas uniquement des ménages modestes. Donc, maintenant, on va essayer de mieux comprendre comment le parc social participe à la ségrégation résidentielle ou est-ce qu'il la réduit. Euh, Malgré les améliorations depuis les années 2000, on a un parc social qui reste très concentré au sein des unités urbaines. Donc tout d'abord, c'est le reliquat des politiques de construction des années 60 à 75. Donc, dès les années 50, on a eu des mises en chantier, les premières livraisons fin des années 50, début des années 60. Et c'était surtout des grands ensembles en périphérie des grandes agglomérations qui font qu'on a un parc social qui reste très concentré dans ces zones-ci. Et malgré la loi SRU, on a quand même une faible disponibilité du foncier dans les quartiers les plus aisés, qui font que quand il y a du logement social qui s'y construit, il reste très concentré au sein des communes aisées. Donc deux exemples, ici ce qui est représenté, c'est que pour chaque carreau, le taux de logements sociaux parmi les résidences principales. Et là, ce qu'on voit pour Paris, c'est que le centre de la capitale est relativement peu doté en logements sociaux et que dans le nord-est de la capitale, ainsi que vers Nanterre ou dans le sud, ici c'est le 13e arrondissement,
on a des taux de logements sociaux qui sont très très importants sur des carreaux de 500 mètres. Donc on a vraiment des zones où plus de 80% des résidences principales sont du logement social. À contrario, c'est moins de 5% dans le centre de la capitale. Pour Nantes, le logement social est quand même plus diffus. On a tout de même une concentration dans les zones qui relèvent de la politique de la ville, avec une forte concentration à certains endroits, mais globalement, il est plus diffus et surtout quand on regarde l'unité urbaine au total, on voit que le parc social est assez concentré autour de la ville-centre et qu'il se réduit beaucoup en dehors, mais qui reste très étalé autour de la ville-centre. Donc on a un parc social sur Nantes qui est quand même plus diffus. Donc on a des différences locales qui restent assez importantes. Donc, comment cette concentration géographique peut avoir une influence sur la ségrégation résidentielle en termes de niveau de vie? Donc là, ce qui est représenté dans ce graphique, c'est en abscisse la concentration, un indice de concentration du parc social, de concentration géographique du parc social euh, en 2022, et en ordonnée la contribution, une mesure de la contribution du parc social à la ségrégation. Donc, si cette contribution était négative, ça veut dire que le parc social réduirait la ségrégation résidentielle. Si elle est positive partout, et on voit cette tendance qui montre que plus le parc social est concentré, plus il a tendance à augmenter la ségrégation résidentielle. Et donc, ce qui apparaît, c'est que, en fait, le fait d'avoir un parc social concentré, ça crée des îlots de pauvreté, où les ménages les plus précaires sont logés, et donc augmente la ségrégation résidentielle dans l'unité urbaine. Maintenant, on peut se demander, est-ce que on a un parc social qui est ce qu'il est, qui est construit là où il est construit? Est-ce que on a tout de même du parc social grâce à la loi SRU dans des quartiers aisés? Donc, comment se répartissent les ménages au sein de ce parc social et pourquoi il ne permet pas de réduire la ségrégation résidentielle? Donc, on va séparer les ménages du parc social en 4 catégories. Donc, en rouge, ce seront les ménages du parc social dont le niveau de vie est inférieur à la moyenne des ménages du parc social de l'unité urbaine, et en bleu, ceux où c'est supérieur à la moyenne. Et pour chacun, pour les ménages modestes et les ménages aisés, on va séparer entre les ménages modestes dont les voisins du parc social sont eux aussi modestes, donc ça, c'est des ménages modestes qui vivent dans un quartier modeste, et en rouge, c'est les voisins modestes, et en bleu, c'est les voisins aisés. Et des ménages qui sont plus aisés que la moyenne, mais dont les voisins sont modestes. Et ce qu'on voit, c'est que les ménages modestes du parc social, donc les ménages dont le niveau de vie est inférieur à la moyenne des autres ménages du parc social, sont plus souvent dans les iris, donc dans les quartiers, où les ménages du parc privé sont eux aussi modestes. Donc c'est ce qu'on en déduit, c'est que les ménages modestes du parc social vivent dans des quartiers où les ménages du parc privé sont aussi modestes, ce qui aura tendance à augmenter la ségrégation résidentielle selon le niveau de vie. A contrario, certains ménages qui sont plus aisés dans le parc social ont eux tendance à vivre dans des quartiers où les ménages du parc privé sont eux aussi plus aisés. Donc les nouveaux logements sociaux construits dans les quartiers aisés ont plutôt tendance à accueillir des ménages dans le parc social qui sont eux aussi plus aisés. Néanmoins, on peut se dire que les ménages aisés du parc social sont quand même plus modestes que le reste de la population du quartier, et donc le parc social pourrait quand même apporter de la diversité. Et c'est pas tout à fait le cas. Donc là, je vous représente la contribution du parc social à la diversité au sein de l'IRIS. Donc c'est à quel point le parc social apporte de la diversité de niveau de vie au sein d'une IRIS. Et donc plus on est élevé sur le graphique, plus le parc social apporte de la diversité au sein d'une IRIS. Plus on est bas, moins le parc social apporte de la diversité. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les grosses agglomérations comme Lyon, Marseille et Paris, le parc social apporte en effet de la diversité de niveau de vie au sein de certains quartiers, mais c'est plutôt les quartiers dont les niveaux de vie des ménages du parc privé sont moyens.
apporte assez peu de diversité dans les quartiers dans les quartiers modestes. Donc ça, on a vu, c'est parce qu'ils logent des ménages modestes ici, et un peu plus dans les quartiers un peu plus aisés, parce qu'il y a peu de logements sociaux, et aussi parce qu'ils y logent des ménages plus aisés. C'est un peu différent à Nantes. À Nantes, le parc social apporte plus de diversité dans les quartiers modestes que dans les quartiers aisés, notamment parce qu'il loge des ménages un peu plus aisés dans les quartiers modestes. Donc sur des cartes, qu'est-ce que ça donne? Donc pour l'agglomération de Paris, ce qu'on voit, c'est que pour les quartiers où les ménages du parc privé sont les plus modestes, alors ce sont surtout des ménages modestes qui y habitent, et pour les quartiers où les ménages du parc privé sont les plus aisés, sont plutôt des ménages aisés du parc social qui y habitent. Pour Nantes, c'est pareil. Alors on a un peu plus de diversité. Ici, ce qu'on voit, c'est que pour les quartiers qui dépendent de la politique de la ville, bah, le parc social loge quand même surtout des ménages modestes, avec quelques ménages aisés. Donc là, on peut voir ici la volonté de la politique de la ville de créer de la diversité dans ces quartiers. On voit surtout que dans le centre de Nantes, dans les quartiers modestes du centre de Nantes, on a des ménages aisés du parc social, ce qui explique que le parc social crée de la diversité dans ces quartiers-là. Enfin, par faute de temps, je vais passer assez rapidement là-dessus. On peut se demander quels pourraient être les leviers d'action. Et un moyen, c'est de faire une simulation en se demandant qu'est-ce qui se passerait dans une configuration contrefactuelle où on aurait une diversité parfaite au sein du parc social. C'est-à-dire que au sein de chaque iris, les ménages du parc social auraient la même répartition de niveau de vie qu'au niveau de l'unité urbaine en entier. Donc ça permet d'avoir une déségrégation complète du parc social, c'est-à-dire plus de riches qui vivent dans les quartiers riches ou de pauvres qui vivent dans les quartiers pauvres. Mais ça reste une situation théorique parce que ça prend pas du tout en compte les différences de logement, de structure des logements, d'adaptation des logements en configuration familiale, etc. Ce qu'on voit néanmoins avec cette situation théorique, c'est que ça permet de réduire la ségrégation résidentielle au niveau de l'unité urbaine de manière assez importante. Donc, avoir cette répartition uniforme des ménages au sein du parc social, donc c'est la structure du parc social fixe et la structure des ménages du parc social fixe. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti tous les ménages de leurs logements sociaux et on les a réattribués dans un logement social pour créer de la diversité. Eh ben, on peut réduire de l'ordre de entre 10 et 15% la ségrégation au niveau de l'unité urbaine, ce qui reste assez important. Et il y a deux facteurs à ça. Déjà, on déségrègue le parc social, ce qui est assez important. Et aussi, on crée de la diversité locale au sein des iris. Donc, on apporte des ménages riches, des ménages aisés dans les quartiers modestes et des ménages modestes dans les quartiers aisés. Donc, pour voir un peu où on apporte de la diversité, alors, on apporte surtout des ménages modestes dans les quartiers aisés. C'est le même graphique que tout à l'heure, mais j'ai rajouté une courbe rouge qui est notre situation contrefactuelle. Dans les grandes agglomérations, on apporte surtout des ménages modestes dans les quartiers aisés, qui créent beaucoup plus de diversité. On voit qu'on a quand même tendance un peu à retirer des ménages aisés dans les quartiers modestes, ce qui peut réduire un peu la diversité apportée par le parc social dans ces quartiers-là. Mais au global, on améliore quand même la situation en termes de ségrégation selon le niveau de vie. Donc, pour conclure, ce qu'on constate, c'est qu'on a effectivement un parc social qui est mieux réparti dans les grandes unités urbaines, qui accueille toujours plus de ménages modestes depuis la fin des années 80, mais malgré ça, qui participe à la ségrégation résidentielle selon le niveau de vie. Donc, les deux facteurs, c'est qu'il est concentré spatialement et qu'il est polarisé, c'est-à-dire les ménages se répartissent mal dans le parc social selon le niveau de vie, et les ménages modestes ont tendance à plus vivre dans les quartiers modestes, les ménages aisés à être logés plus souvent dans les quartiers aisés. Dans l'étude qui est en cours, on s'intéresse également aux mobilités résidentielles, donc j'ai pas eu le temps de vous en parler ici, mais je vous invite, l'étude est à paraître. Et je tenais à noter quand même qu'il existe des spécificités locales qui restent à explorer. Ici, on a mis en avant quelques unités urbaines, mais il y a énormément de diversité locale qui peuvent être intéressants à regarder. Merci beaucoup pour votre attention.
Et il me revient de clore ce rendez-vous de l'INSEE avec le mot de la fin. Nous sommes la maison que nous habitons. À travers ces chambres, ces couloirs et ces escaliers, nous nous découvrons nous-mêmes dans un espace qui devient le reflet de notre âme. Gaston Bachelard, Poétique de l'espace 1957. Je prolongerai cette image, et de même, il me semble, l'habitat, fût-il vernaculaire ou contemporain, est aussi le reflet de nos territoires, et la capacité d'une ville ou d'un bourg à loger chacune et chacun de ses concitoyens en dit sans doute beaucoup, et beaucoup plus que nos statistiques, sur l'état de la société, sur le vivre ensemble, sur notre capacité à toutes les échelles, du quartier à la région, à faire citoyenneté. La demeure, donc, reflet de notre âme, l'habitat, reflet de nos territoires. Et la mission du statisticien public, c'est d'apporter une image fidèle, une psyché dans toute sa hauteur, ou peut-être un miroir grossissant pour mieux détecter quels sont les enjeux et les difficultés par rapport à cette demeure ou par rapport à cet habitat. Et je retiens pour ma part dans les exposés 4 points d'interpellation avec ce miroir grossissant. Le premier, c'est ce besoin critique de logement, et nous l'avons vu à la fois en stock, mais aussi en flux, avec chaque année près de 24 000 logements nécessaires dans la région, à appréhender aussi selon le type de ménage qu'il occupe, à appréhender selon les territoires, avec une forte concentration. Il a été évoqué 9 000 besoins de logement sur le territoire de Nantes, à un moment où il y a une chute de la production qui serait en volume annuel de l'ordre de 20 000. Et donc, premier message clé, nous avons au moins conjoncturellement une problématique pour faire face à cette trajectoire de besoin de logement, à voir ce qu'il en est en plus de façon plus durable et structurelle. Deuxième enjeu, la solvabilité, pouvoir répondre à la différenciation des prix dans les territoires par rapport à la capacité des ménages à faire l'acquisition de leur logement ou à pouvoir se porter locataire, avec sur les dernières années une problématique d'élévation de ces prix, particulièrement soutenue. L'ordre de grandeur était de plus 35% à l'échelle de la région, et surtout une différenciation qui vient encore accroître les inégalités territoriales en la matière, avec les espaces les plus chers qui sont de plus en plus chers. Ont été citées les 19 communes du littoral dans le top 20, plus la commune de Nantes parmi les communes les plus onéreuses. Et donc un décrochage entre des territoires où l'on peut se loger, mais où il y a peut-être de moins en moins de besoins, et des territoires de plus en plus demandés, où il devient mission impossible pour se porter acquéreur, voire se porter locataire. Troisième enjeu mentionné, la capacité à apporter des conditions de logement de qualité sous l'angle des logements énergivores ou de la précarité, la vulnérabilité énergétique. Sujet déjà à l'échelle régionale, 10% des ménages sont concernés. Sujet dans certains espaces, par exemple Bocage-Mayennais, le Loire-Lucé-Bercé et la Châtaigneraie, Mayenne, Sarthe-Vendée, où près de 30% des ménages sont en vulnérabilité énergétique. Quatrième enjeu, enfin, le parc social, qui est évidemment un bienfait en termes de capacité d'accueil des ménages, mais qui néanmoins, dans sa localisation ou dans sa capacité à apporter une étape d'un parcours, peut renforcer parfois des phénomènes de ségrégation sociale. Et donc, il ne s'agit pas seulement de produire du parc locatif social, il faut aussi l'intégrer de la façon la plus proportionnée et adaptée possible dans les quartiers et dans les parcours de vie. Dans tous ces enjeux, un dénominateur commun, le territoire. À la fois parce que les enjeux ne sont pas les mêmes selon les territoires. C'est tantôt l'abordabilité du logement, tantôt sa qualité, par exemple sur l'énergie, tantôt la mobilité, et aussi parce que c'est bien au niveau du territoire que les politiques de l'habitat peuvent réellement s'orchestrer, quand bien même elles sont définies à un niveau national. Seule la déclinaison bassin d'habitat par bassin d'habitat, métropole par métropole, quartier par quartier, permet d'avoir une réponse adaptée. Merci pour tous les éclairages, pour votre participation. Je vous souhaite une bonne pause méridienne.